Certains animaux ne se laissent jamais dompter, certains cœurs moins encore. Au cœur des vastes plaines de la Camargue, une bête nommée Tonnerre désarçonnait chaque cavalier assez courageux ou insensé pour s'y risquer. Ses yeux brûlaient, comme des braises, et ses sabots gravaient la peur dans la terre. Puis vint un garçon, pieds nus, affamé, invisible aux yeux du monde, et d'un seul regard tranquille. Tout commença à changer. Ceci n'est pas seulement l'histoire d'un cheval sauvage. C'est une histoire d'orgueil, de douleur et d'un lien que personne n'avait vu venir. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, cette histoire est pour vous. La poussière tourbillonnait dans l'air comme de la fumée, tandis que Tonnerre martelait le sol avec une fureur implacable. Sa robe, d'un noir profond et impitoyable, chatoyait sous le soleil mordant de l'après-midi. À l'intérieur de l'enclos, le cheval tournait en cercle furieux, les yeux exorbités et sauvages, les dents découvertes, soufflant bruyamment par ses naseaux dilatés. Personne n'osait s'approcher. Plus maintenant. Ils avaient essayé, des cavaliers venus de 3 départements voisins, d'anciens champions de rodéo, des gardians légendaires, l'un après l'autre, projetés comme des poupées de chiffon dans la poussière. Les plus chanceux s'enfuyaient en boitant, les autres étaient emportés. Tonnerre portait des cicatrices sur les flancs, chacune souvenir d'une bataille ni gagnée ni perdue. On murmurait qu'il avait appartenu autrefois à un spectacle équestre, qu'il avait connu la cruauté trop tôt, qu'il avait été brisé de la pire des manières. Désormais, il ne faisait confiance à personne et craignait encore moins. Appuyé contre la lisse de l'enclos, se tenait Étienne Moreau, un homme façonné par la terre et le temps. Ses bottes étaient impeccables, sa chemise toujours repassée, son silence pesant. Quand il parlait, même le vent semblait suspendre son souffle. « 10 000 euros !» annonça-t-il, la voix basse, mais ferme, à quiconque tiendra sur Tonnerre plus de 5 minutes. Des exclamations étouffées parcoururent la petite foule, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'ils savaient ce que cela impliquait, le risque, les contusions, l'humiliation. Étienne ne s'y a pas. Il savait que personne ne réussirait. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'orgueil. Tonnerre était son emblème, sa légende, intouchable, comme le domaine qu'Étienne avait bâti de ses propres mains. Chaque tentative ratée était une raison de plus pour que le village le respecte et craigne l'animal qu'il possédait. Quelques-uns chuchotèrent entre eux. Un homme eut un rire nerveux, un autre recula. Tonnerre frappa une nouvelle fois la barrière, assez fort pour faire trembler les poteaux. « Ce n'est pas un cheval !» murmura quelqu'un. « C'est une tempête sur sabot. » Le regard d'Étienne balaya la foule, puis se posa de nouveau sur la créature qui se débattait dans le corral. Une lueur passa dans son expression, de l'orgueil, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avouerait jamais, la solitude. Il avait la richesse, la terre et le silence. Mais ce lien dont parlaient la plupart des éleveurs entre l'homme et le cheval, il ne l'avait jamais ressenti, pas avec Tonnerre, avec personne. Ce soir-là, le défi était sur toutes les lèvres. Il se répandit dans le village comme une traînée de poudre, des tables du bistrot aux stations-service, des cabines des camions aux bancs de l'église. Personne ne pouvait arrêter Tonnerre. Et maintenant, l'homme le plus riche de la région mettait au défi quiconque d'essayer. Alors que le soleil plongeait derrière les collines, peignant le ciel de lueurs ardentes, l'enclos redevint silencieux. Tonnerre arpentait maintenant lentement, les naseaux dilatés, les yeux scrutant l'horizon. Il ne le savait pas encore, mais quelqu'un arrivait. Quelqu'un que personne n'attendait. Léo Meunier se déplaçait dans la ville comme une ombre, toujours là, rarement vu. Il était petit pour son âge, peut-être 12, peut-être 13 ans. Personne ne le lui avait jamais vraiment demandé. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait prononcé son nom avec gentillesse. Le jour, il lavait les pare-brises au feu rouge, proposait des chewing-gums et de l'eau fraîche à des conducteurs qui détournèrent le regard. La nuit, il se blottissait sous l'auvent derrière une laverie automatique, utilisant son sac à dos mince comme oreiller et le bruit des voitures qui passaient comme berceuses. Il ne rêvait plus beaucoup. Mais quand il le faisait, ce n'était jamais de château ou de super-héros. C'était de nourriture, un toit,
un endroit d'où il n'aurait pas à fuir. Ce matin-là, comme tant d'autres auparavant, il se tenait pieds nus au coin de la rue nationale et de la place du marché, un chiffon à la main et un sourire plein d'espoir. Son estomac gargouilla assez fort pour effrayer un pigeon sur le trottoir. Deux hommes se tenaient à proximité, riant devant un café et chaussés de bottes de travail, parlant de quelque chose qu'il n'entendit qu'à moitié, jusqu'à ce qu'un nom retienne son attention. « Tonnerre !» dit l'un. « Ce cheval est un démon. Personne ne tient sur lui plus de 2 secondes. Maintenant, Moreau offre 10 000 balles à celui qui se croit plus costaud. » L'autre ricana. « 10 000 ? Il pourrait en offrir 1 million. Ce cheval est indomptable. J'ai entendu dire qu'un type s'est cassé 2 côtes rien qu'en essayant. » Léo se figea. 10 000 euros. L'argent lui importait peu. Pas vraiment. Mais il y avait quelque chose dans cette histoire qui alluma une étincelle en lui, un défi, une créature que personne ne croyait pouvoir approcher. Il ne savait pas pourquoi cela comptait. Peut-être parce qu'il comprenait ce que signifiait être inaccessible, n'être perçu que comme un problème. Peut-être parce que lui aussi avait été mis de côté, traité d'inutile, exactement comme ce cheval. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il contempla les étoiles à travers un trou dans le toit rouillé au-dessus de lui, serrant contre sa poitrine son sweat à capuche usée. Ses pensées ne se calmaient pas. Il ne savait pas où était ce tonnerre, ni à quelle distance. Mais il prit une décision, si grande, si impossible, qu'elle l'effraya un peu. Il allait trouver ce cheval, et il allait essayer. Pas pour l'argent, mais parce que quelque chose au fond de lui murmurait « Il se trompe aussi sur toi ». Le lendemain matin, Léo fut debout avant le soleil. La fraîcheur de l'aube s'agrippait à sa peau, tandis qu'il serrait le cordon de son sweat et se mettait en route. Il n'avait pas de plan, seulement une direction. L'ouest, vers la lisière de la ville où le béton cédait la place aux chemins de terre et aux champs ouverts. Il posa des questions à une station-service, fut ignoré, demanda à nouveau. Finalement, un vieil homme qui remplissait le réservoir de sa camionnette désigna d'un grognement. « Grand Mas derrière la crête. Le propriétaire s'appelle Moreau. Si c'est le cheval que tu cherches, il est là. » Léo hocha la tête, le remercia et continua d'avancer. La marche fut brutale. Ses chaussures tenaient à peine, et sa gourde était à sa dernière gorgée avant midi. Il suivit la nationale jusqu'à ce qu'elle se transforme en un chemin de gravier sinueux, bordé de piquets de clôture et de broussailles sèches. Chaque pas faisait mal. Ses jambes lui faisaient mal, son estomac grognait, mais ses yeux ne perdirent jamais ce feu silencieux. Le milieu de la journée laissa place à l'après-midi. Le soleil tapait fort, et sans ombre en vue, le rythme de Léo ralentit. Pourtant, il ne s'arrêta pas. Il y eut des moments, nombreux, où il envisagea de rebrousser chemin. Quand le doute s'insinua comme un murmure, « Tu n'es qu'un gamin, qu'est-ce que tu fabriques ?» Mais quelque chose continuait de le tirer en avant. Pas le cheval exactement, pas même le prix. C'était la chance de compter, de prouver à quelqu'un n'importe qui qu'il n'était pas invisible. Juste avant le crépuscule, il atteignit le sommet d'une colline et le vit, le Mas Moreau. De vastes étendues de terre clôturée, une immense étable et une vaste bâtisse blanche qui semblait n'avoir jamais connu la misère. Des hommes en tenue de travail se déplaçaient avec un rythme exercé. Et loin, très loin, une silhouette noire soulevait la poussière dans un enclos. La poitrine de Léo se serra. Il était là. Il s'approcha du portail principal, le cœur battant. Un homme de grande taille en uniforme s'avança, le toisant avec méfiance. « Tu es perdu, petit ?» Léo secoua la tête. « Je suis ici pour le cheval. » Le gardien cligna des yeux. « Tu es ici pourquoi ? » « Pour le monter, » dit simplement Léo. L'homme éclata de rire, un rire profond et cruel. « Toi ? Tu plaisantes. » Mais Léo ne broncha pas. « Je ne pars pas. » Et il ne partit pas. Ni cette nuit-là, ni la suivante. Le lendemain matin, avant que le mas ne soit complètement réveillé, Léo était de retour au portail. Son sweat était couvert de poussière, ses lèvres sèches et gercées. Mais ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Ils conservaient le même feu constant. Le même gardien le repéra en premier. « Encore toi ?» marmonna-t-il en s'avançant. «
Je ne t'ai pas dit de ficher le camp hier? Je veux voir Monsieur Moreau, dit Léo calmement. L'homme eut un petit rire, croisant les bras. Ça ne marche pas comme ça ici. Moreau ne perd pas son temps avec les gamins des rues. Léo ne dit rien. Il resta simplement là. 1 heure passa, puis 2. Il était toujours là, face au portail, comme s'il pouvait s'ouvrir s'il le fixait assez longtemps. À midi, un second ouvrier agricole rejoignit le premier. « Il est toujours là ?» demanda-t-il, en désignant Léo. « Ouais, il dit qu'il veut monter Tonnerre. » Le nouveau venu renifla. « Ce cheval le mettrait en pièces. » Léo entendit tout, les rires, les dénigrements, mais il ne bougea pas. Cette nuit-là, il dormit sous un arbre près de la route, s'enveloppant étroitement dans son sweat pour lutter contre le froid. Un renard glapit au loin. Il ne dormit pas beaucoup. Le matin vint. De nouveau, il était au portail. Même gardien, même incrédulité. « Gamin, tu as envie de mourir ou quoi ?» Léo ne répondit pas. Il attendit simplement. 3e jour, puis 4e. À présent, des rumeurs s'étaient répandues dans le mât. Le garçon qui ne partait pas. Certains trouvaient cela agaçant. D'autres étaient discrètement impressionnés. Un ouvrier plus âgé, nommé Michel, laissa un quignon de pain près du portail sans dire un mot. Léo l'accepta d'un signe de tête, mâchant lentement comme si c'était de l'or. Le 5e matin, la routine était devenue impossible à ignorer. Cette fois, quand Léo apparut au portail, le gardien ne parla pas. Il soupira simplement et attrapa sa radio. « Patron, il y a quelqu'un que vous voudriez peut-être voir. » À l'intérieur de la maison principale, Étienne Moreau posa son café du matin. Il n'était pas homme à se laisser facilement intriguer. Mais il y avait quelque chose dans la persévérance qui attirait toujours son attention. Il se leva, ajusta son chapeau de gardien et sortit vers le portail où un garçon attendait, poussiéreux, pieds nus et imperturbable. Étienne s'arrêta à quelques pas. « C'est donc toi dont tout le monde chuchote ?» dit-il. Léo croisa son regard. « Oui, monsieur. » Étienne le dévisagea. Et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Étienne se tenait en silence, les bras croisés, étudiant le garçon devant lui. Léo ne gigotait pas, ne sciait pas, se contentait de le regarder en retour, calme et posé. « Tu es ici pour Tonnerre » dit finalement Étienne, plus comme une affirmation qu'une question. « Oui, monsieur. »« Tu sais monter ?» Léo secoua la tête. « Non, monsieur. » Étienne haussa un sourcil. « Tu veux monter un cheval qu'aucun homme adulte ne peut maîtriser, mais tu n'en as jamais monté auparavant ?» Léo hocha la tête une fois. « Mais je sais comment l'approcher. » Cette réponse prit Étienne au dépourvu. Il n'y avait aucune arrogance là-dedans, aucune bravade débridée, juste de l'honnêteté. Il regarda par-dessus son épaule vers l'écurie, puis de nouveau vers le garçon. « Tu habites dans le coin ?» Léo hésita. « Non, je vis où je peux, surtout dans la rue. » Étienne l'étudia un instant de plus. La plupart auraient renvoyé le garçon sans un mot de plus, mais quelque chose dans la présence de Léo, sa patience, son immobilité, n'était pas ordinaire. Et Tonnerre n'était pas ordinaire non plus. « Pourquoi veux-tu faire ça ?» demanda Étienne. Léo baissa les yeux vers la terre, puis les releva. « Parce que personne ne croit que je peux. » Cette réponse frappa Étienne plus profondément qu'il ne s'y attendait. Il ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers l'enclos. « Bien, dit-il, demain matin, aux premières lueurs. Si tu es toujours là, tu auras ta chance. » Les yeux de Léo ne s'écarquillèrent pas. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, comme s'il savait déjà que cela allait arriver. Étienne toucha légèrement son chapeau et s'éloigna, ses bottes crissant sur le gravier. Derrière lui, Léo s'assit sous le même arbre, ramena ses genoux contre sa poitrine et leva les yeux vers le ciel. Cette nuit-là, une couverture pliée et une tasse de soupe chaude apparurent près du portail. Personne ne prétendit les avoir laissés. Léo ne demanda rien. Il mangea en silence, blotti sous la couverture, et dormit plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des semaines. Demain, il affronterait Tonnerre, mais cette nuit, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place quelque part. Le soleil avait à peine franchi l'horizon lorsque Léo entra dans l'arène. Pieds nus, le sweat zippé jusqu'au cou, il se déplaçait comme si l'air autour de lui était plus lourd que d'habitude.
La terre était fraîche sous ses pieds. Chaque son, chaque souffle, chaque frottement de bottes derrière la clôture résonnait plus fort dans le silence matinal. Étienne était déjà là, les bras croisés, les yeux vifs. Quelques gardiens s'appuyaient aux lisses, certains curieux, d'autres s'attendant à un désastre. Tonnerre n'avait pas encore été amené. Étienne fit un signe de tête vers l'entrée. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» Léo hocha la tête. « Oui, monsieur. » Étienne ne demanda rien d'autre. Il fit juste un geste. « Amenez-le. » Le portail grinça en s'ouvrant, et Tonnerre fit irruption dans l'arène comme un nuage d'orage sur pattes. Ses sabots soulevaient le sable à chaque pas, la tête s'agitant, les muscles tressaillant sous sa robe noire de jais. Il vit Léo et se figea. Pas de peur, de reconnaissance. Léo ne bougea pas. Il garda les bras ballants le long du corps, sa posture immobile. Ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Tonnerre. Le cheval renifla, gratta le sol une fois et commença à tourner en rond. De larges cercles au début, pour sonder. Léo tourna lentement, ne rompant jamais le contact visuel, se maintenant toujours dans le champ de vision de Tonnerre, mais sans jamais l'affronter directement. Il n'était pas une menace, il n'était pas une proie, il était autre chose. Depuis la clôture, un gardien murmura « Il va se faire piétiner ». Étienne ne répondit pas, il observait, intensément. Léo fit un pas en avant, puis s'arrêta. Tonnerre s'arrêta, les oreilles frémissantes. Un autre pas. Toujours rien. Léo s'accroupit lentement, ramassa une poignée de terre et la laissa glisser entre ses doigts. Le cheval observa le mouvement, les yeux grands ouverts mais calmes. Léo se releva et prit une profonde inspiration. Puis, un autre pas. Cette fois, Tonnerre ne broncha pas. Il s'approcha, l'espace entre eux se réduisant de plusieurs mètres, puis de quelques centimètres. Alors, Léo leva une main, paume ouverte, immobile. Tonnerre expira, profondément et bruyamment. Sa tête massive s'abaissa légèrement, pas en signe de soumission, mais d'acceptation. Léo s'avança et le toucha, juste une fois, juste une caresse douce le long de sa joue, lente et sûre. Pas de corde, pas de force, juste de la confiance. Des exclamations stupéfaites s'élevèrent de la clôture. La mâchoire d'Étienne se crispa. Léo ne s'arrêta pas là. Il marcha lentement jusqu'au flanc du cheval, attendit. Puis, sans un mot, il monta. Pas de selle, pas d'étrier. Pieds nus et calme, Léo s'assit sur Tonnerre comme s'il y était né. Et Tonnerre resta immobile. Pas un frémissement, pas une ruade, pas un son. La bête sauvage, silencieuse pour la première fois. Pendant un long moment, à bout de souffle, le temps sembla s'arrêter. Tonnerre ne se cabra pas, ne secoua pas Léo. Il resta simplement là, massif, puissant et immobile comme la pierre, sous la présence impondérable d'un garçon en qui personne ne croyait. Léo ne bougea pas non plus. Il respirait simplement avec l'animal, profondément, régulièrement, comme s'il synchronisait son rythme cardiaque avec celui de la bête sous lui. Depuis la clôture, personne ne parlait. Même les murmures habituels avaient disparu. Les gardiens regardaient, bouche bée. Charles, le gardien qui s'était moqué de Léo le premier jour, agrippait maintenant la lisse, les yeux écarquillés. Michel, le vieux gardien silencieux, ôta lentement son chapeau, murmura « Je n'en crois pas mes yeux ». Étienne ne parlait pas. Il ne pouvait pas. Il avait vu des hommes projetés à travers cette arène comme des poupées de chiffon, des cavaliers chevronnés avec des décennies de monte derrière eux. Tonnerre n'avait jamais permis à personne de s'approcher autant, n'avait jamais laissé une âme le toucher sans violence. Et pourtant maintenant, le garçon était assis comme s'il était né sur cette selle, même s'il n'y en avait pas. Léo guida doucement Tonnerre dans une marche lente. Un pas, puis un autre. Autour de l'arène, la poussière s'élevant sous eux comme une brume dorée. Tonnerre ne résista pas. Il suivit, ne répondant à rien d'autre qu'à la présence de Léo. Ce n'était pas du dressage, ce n'était pas de la domination, c'était de la compréhension. Léo murmura quelque chose, à peine audible, des mots justes pour le cheval.
Tonnerre agita une oreille, comme s'il écoutait. Puis, Léo se pencha en avant, appuya doucement son front contre le côté de l'encolure de l'animal et laissa le silence parler pour lui. Depuis la terrasse de la maison, Sandrine, la cuisinière du mas, était sortie, son tablier encore noué. Elle couvrit sa bouche de ses 2 mains. À l'intérieur de l'arène, Léo glissa lentement à bas de sa monture, atterrissant doucement sur la terre. Il ne leva pas les bras en triomphe, ne demanda pas d'applaudissements. Il marcha vers Étienne, calme, constant, humble. Tonnerre le suivit. Pas de corde, pas de licol. Il le suivit, tout simplement. Et Étienne, l'homme qui ne bronchait jamais, ne doutait jamais, sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir, le respect, peut-être même un peu de culpabilité. Léo s'arrêta devant lui. Tonnerre se tenait à quelques pas derrière, calme, attendant. « Je ne l'ai pas fait pour gagner, » dit doucement Léo. « Je voulais juste qu'il soit vu. » Étienne fixa le garçon. La saleté sur son visage, les trous dans ses chaussures, le feu dans ses yeux. Et pour la première fois, il le vit vraiment. Étienne resta là, silencieux, comme si la terre sous ses pieds s'était dérobée. Autour d'eux, des murmures s'élevèrent. Question tacite, incrédulité se transformant lentement en admiration. Mais Léo ne demanda rien. Il attendit simplement. Étienne s'éclaircit la gorge, sa voix plus rauque que d'habitude. « Tu as fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Tu as gagné. » Léo hocha la tête une fois. « Merci, monsieur. » Étienne plongea la main dans sa veste et en sortit un chèque plié. 10 000 €, comme promis. Mais Léo ne le prit pas. « Je ne veux pas de l'argent, dit-il. » Étienne fronça les sourcils. « Alors, que veux-tu » Léo marqua une pause. Regarda par-dessus son épaule Tonnerre, qui se tenait à proximité, immobile et patient. Puis de nouveau Étienne. « Je veux un endroit pour dormir, d'où personne ne me chasse, 2 repas par jour, et, si ce n'est pas trop demandé, je veux aller à l'école. » Les mots restèrent en suspens dans l'air. Pas de supplication, pas de désespoir, juste une simple demande. Une chance d'être à nouveau un garçon. La mâchoire d'Étienne se crispa. Il détourna le regard un instant, comme si le poids des mots de Léo avait besoin d'espace. Puis, lentement, il hocha la tête. « Tu resteras ici, dans la maison. » Léo cligna des yeux. « Tu mangeras à ma table. Et à partir de demain, je parlerai à l'école du village. Nous t'y inscrirons. » Pendant une seconde, Léo ne respira plus. Il resta juste à regarder, comme si le moment n'avait pas encore fait son chemin. Puis il murmura « Vraiment ?» Étienne croisa son regard. « Vraiment ?» Derrière eux, Tonnerre laissa échapper un léger souffle, presque comme une approbation. Étienne posa une main ferme sur l'épaule de Léo, non pas comme une récompense, ni comme un geste de pitié, mais comme un accueil. « Tu as quelque chose de rare, dit-il. La plupart des gens essaient de contrôler par la peur. Toi, tu guides avec calme, avec présence. » Léo ne dit rien, mais ses yeux brillèrent, juste une seconde. Et pour la première fois depuis le début, Étienne sourit, pas par orgueil, par respect. Le lendemain matin, le mas semblait différent. Léo se réveilla dans un vrai lit, des draps propres, un toit au-dessus de sa tête, et la lumière du soleil filtrant à travers une fenêtre au lieu de béton fissuré. Sur la table de chevet se trouvait une chemise pliée et un jean qui lui allait parfaitement. En bas, l'odeur des œufs frais et du pain grillé flottait dans l'air. Sandrine l'accueillit avec un sourire chaleureux et une assiette déjà prête. « Mange, mon grand, tu as une grosse journée. » Dehors, Tonnerre se tenait calmement près de la clôture, attendant comme s'il savait que Léo viendrait. Et il vint. Pas de corde, pas de bride, juste une tape douce sur l'encolure, et les deux marchèrent ensemble dans la brume matinale, côte à côte. Au village, Étienne tint parole. Il s'assit en face de M. Picard, le directeur de l'école, et expliqua tout. « Il n'a pas de papier, admit Étienne, mais il a plus de détermination que la plupart des hommes adultes que je connais. » À la fin de la semaine, Léo avait un cartable, une place dans une salle de classe, et quelque chose qu'il n'aurait jamais cru avoir, un avenir. De retour au mât, Tonnerre avait changé aussi. Il ne tournait plus en rond, ni ne se déchaînait. Avec Léo dans les parages, il était calme, centré,
comme si ce qui s'était brisé en lui guérissait lentement. Ils se comprenaient, deux âmes que le monde avait tenté de réduire au silence, marchant maintenant sur le même chemin. Chaque soir, Léo s'asseyait sur la terrasse avec Étienne. Parfois il parlait, parfois non. Mais il y avait de la paix dans le silence, et de temps en temps Étienne jetait un coup d'œil et souriait, comme pour dire « Tu es à ta place ici ». Certains disaient que Tonnerre était sauvage par nature, d'autres accusaient le passé qu'il n'avait jamais choisi. Mais peut-être attendait-il simplement quelqu'un qui verrait plus que la peur dans ses yeux. Léo ne dompta pas le cheval avec la force. Il n'utilisa ni ruse, ni corde, ni contrainte. Il guida avec calme, avec patience, avec quelque chose que le monde avait tenté de lui arracher mais n'y était jamais parvenu, l'espoir. Et en retour, Tonnerre lui accorda sa confiance, le genre de confiance qui ne s'achète ni ne se force, seulement se mérite. Étienne, autrefois homme régi par l'orgueil et le silence, voyait maintenant son monde différemment, parce qu'un garçon, juste un garçon, était entré et lui avait rappelé que le courage n'est pas bruyant. Parfois, il dort sous les ponts et marche pieds nus dans la poussière. Parfois, il porte des cicatrices que nous ne voyons pas. Et parfois, il monte le cheval le plus sauvage de la région avec rien d'autre que des mains ouvertes et un cœur constant. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, c'est peut-être parce qu'au fond, nous savons tous ce que c'est que d'être mis en doute, d'être ignoré, d'attendre que quelqu'un croie en nous. Léo a eu sa chance, et il a donné à Tonnerre la sienne. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez un commentaire me disant quelle partie de cette histoire vous a le plus touché. Et dites-moi, vous êtes-vous déjà senti incompris par le monde? Et si vous croyez que chacun, peu importe d'où il vient, mérite une seconde chance? Partagez cette histoire, parce que peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de savoir que même les cœurs les plus sauvages veulent juste être vus,